Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir dans la foulée en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le CAC 40 qui est ballotté de gap en gap. C'était un gap à la hausse lundi, un gap à la baisse hier, un gap à la hausse à nouveau à l'ouverture ce matin pour un indice parisien finalement qui tourne toujours autour des 7600 points, un peu au-dessus de ce niveau en cette fin de séance, dans l'attente bien sûr du résultat du second tour des élections législatives françaises ce dimanche. La séquence politique va se poursuivre cette semaine avec demain les élections générales au Royaume-Uni, mais qui s'annonce beaucoup moins surprenante que la vie politique française à ce stade. C'est un contraste intéressant. 8 ans après le Brexit, les investisseurs attendent le retour au pouvoir du Labour emmené par Keir Starmer, et ce qui semble être pour l'instant une victoire assez télégraphiée de ce point de vue-là et qui ne devrait pas créer a priori de gros remous sur les marchés tant cette victoire est anticipée depuis quelque temps par les marchés. La séance du jour, en attendant ces rendez-vous politiques, aura été marquée par un déluge de statistiques économiques en provenance des États-Unis avec des chiffres sur le front de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les créations d'emplois dans le secteur privé qui montrent toujours ce ralentissement, ce rééquilibrage, cet affaiblissement, choisissez votre terme, du marché du travail américain, sans rupture toutefois à ce stade. Et puis l'ISM Service lui a provoqué un peu de surprise effectivement avec un affaiblissement assez marqué de l'activité dans les services au mois de juin aux États-Unis. Dans ce sillage, on a vu une détente obligataire s'opérer avec un 10 ans américain qui retombe entre 4,30 et 4,35% au cours de cette séance. Vous aurez tous les détails de ces statistiques dans un instant avec Pauline Gratel. Discussion à suivre bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, le focus du soir sera celui des matières premières avec notamment un pétrole, un baril de pétrole qui a repris $10 en un mois. C'est Benjamin Louvel, directeur de gestion matières premières d'Ophi Invest AM, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour avec vous, Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, c'est une séquence un peu yo-yo pour les actions européennes ces derniers jours et aujourd'hui, l'ensemble des marchés européens évolue en hausse. Oui, et en France, plus précisément, le CAC 40 remonte au-dessus des 7600 points au cours d'une séance rythmée par la macro sur le marché obligataire. Le rendement de l'obligation française à 10 ans est stable autour de 3,30%. Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans l'est aussi autour de 2,60%. Le spread entre ces deux obligations tourne toujours autour de 70 points de base. En attendant les prochaines évolutions politiques, les investisseurs se sont focalisés sur de nombreux indicateurs macro qui ont été publiés aujourd'hui. À commencer par la publication du rapport ADP du mois de juin qui montre que l'économie américaine a créé 150 000 emplois privés en juin, un chiffre inférieur au consensus. Le chiffre de mai a été révisé à la hausse de 5 000 créations à 157 000. En plus des chiffres de l'emploi qui encouragent les investisseurs à penser que la Réserve fédérale pourra entamer une baisse des taux au cours des prochains mois, Jérôme Powell a reconnu que la Fed avait fait beaucoup de progrès dans la gestion de l'inflation. En plus des données d'emploi, l'enquête ISM Service ressort très nettement sous les 50 à 48,8, alors que le mois précédent, l'ISM rebondissait à 53,8. Dans le sillage de ces données, le rendement de l'obligation américaine à 10 ans s'est détendu à moins de 4,35%. D'autres enquêtes étaient publiées par ailleurs concernant notamment la zone euro. Oui, commençons avec le PMI composite du mois de juin pour la zone euro. Il est au plus bas depuis 3 mois, à 50,9 après 52,2 en mai. Dans le détail, le PMI service pour l'ensemble de la zone ressort à 52,8 après 53,2 le mois précédent, là aussi au plus bas depuis 3 mois. Enfin, les investisseurs ont aussi pris connaissance des prix à la production industrielle pour le mois de mai, qui sont en baisse de 0,2% sur un mois. Sur un an, en mai, il recule à 4,2% après un repli de 5,7% le mois précédent. Du côté des entreprises américaines, en l'occurrence, Tesla est en train de se refaire la cerise avec un bond de plus de 10% hier et ça continue encore aujourd'hui. Le titre Tesla est revenu à l'équilibre par rapport à son niveau du 1er janvier après être passé par un moins 30, moins
40%. Oui, aujourd'hui, le titre gagne encore 4% à l'ouverture de Wall Street. Tesla crée la surprise en livrant plus de 440 000 véhicules au deuxième trimestre. Et c'est nettement plus important que prévu, même si ce nombre reste inférieur aux livraisons de l'année dernière à la même période. Et puis en France, la situation spéciale du moment, ou en tout cas la bataille entre une entreprise et un fonds activiste, c'est celle d'Eurofins face à Muddy Waters. Et Eurofins qui dément aujourd'hui les accusations portées à son encontre par les analystes de Muddy Waters ces dernières semaines. Oui, c'est la seconde fois qu'il démente. Le groupe avait prévenu qu'il y aurait une réponse détaillée en temps voulu et c'est fait. Pour rappel, Muddy Waters dénonçait des malversations financières chez Eurofins. Le cours de bourse avait alors chuté. Aujourd'hui, le titre est dans le peloton de tête du CAC et reprend environ 4%. Et demain, sur le front des marchés, la séance a tout pour être relativement calme. Oui, parce que Wall Street restera fermée toute la journée pour la fête nationale américaine et ne rouvrira que vendredi. Sur le plan macro, les investisseurs prendront connaissance des commandes à l'industrie allemande pour le mois de mai. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, le résumé du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier de Béranger est avec nous, le directeur général de la financière de l'Échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. David Calfon nous accompagne également. Bonsoir David. Bonsoir. Vous êtes le président de Sanso IS et à nos côtés également Éric Venet. Bonsoir Éric. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance. On suit le spread entre la France et l'Allemagne. On peut regarder le spread entre la France et certains pays périphériques également, comme l'Italie. Bon. La situation à ce stade entre deux tours semble se stabiliser de ce point de vue-là. 70 points de base entre la France et l'Allemagne pour le spread 10 ans. Olivier, qu'est-ce qui est intégré, qu'est-ce qui ne l'est pas à ce stade par les marchés concernant à la fois la gouvernance politique de la France demain et les scénarios potentiels encore devant nous, et puis également en termes de croissance, en termes de trajectoire des finances publiques qui sont aussi des déterminants fondamentaux pour les obligataires. Pour l'instant, effectivement, il y a un petit soulagement sur les marchés de taux. On était monté vendredi avant le premier tour jusqu'à 85. On a fait un petit tour à 66, 67 ce matin. Donc on a quand même enlevé une couche de stress. Et la raison fondamentale, c'est qu'il semble exclu qu'il y ait une majorité du RN à l'Assemblée nationale. Et de toute façon, les termes sont un petit peu galvaudés, parce que quand on dit majorité RN, c'est majorité des candidats investis par le RN. Et si on regarde dans le détail les candidats qui ont l'étiquette RN au premier tour, il y avait 63 candidats issus de LR qui étaient investis par Éric Ciotti, donc qu'on peut appeler les ciotistes. Sur ces 63 candidats, il y en a 60 au deuxième tour, ce qui est quand même pas négligeable. Et sur ces 60 au deuxième tour, il y a 38 en tête, dont au moins 20-25 semblent pouvoir, si on fait les reports théoriques, l'emporter assez facilement. Et ce sera important parce que vous savez que pour avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, il faut 15 députés. Donc si les LR, RN et ciotistes arrivent à avoir plus de 15 députés, la situation est pas du tout la même que même une majorité relative du RN, enfin de seuls candidats RN. Donc tout ça a détendu un peu le marché depuis les résultats. L'autre possibilité étant une vaste point alliance. important, Olivier, il y avait une vraie prime de risque, j'entends, dans un scénario de majorité absolue RN et associés. Alors la prime de risque avant le premier tour, c'était NFP ou ça, RN. D'accord. Et évacué depuis lundi. On peut dire une quinzaine de BP par l'évacuation de la possibilité que le NFP soit 100% au pouvoir. Et là, il y a une autre partie qui est en train d'être enlevée sur le thème. De toute façon, il n'y a aucune configuration dans laquelle des candidats RN, pur RN, puissent avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça détend un petit peu le marché, même si ça ne résout absolument rien. Non. Parce que les gouvernements techniques ou les absences de majorité dont on parle depuis quelques jours, ça voudrait dire qu'il n'y aura aucun effet sur
la résorption des déficits budgétaires et aucune mesure fondamentale pour s'attaquer à la dette. Donc, tôt ou tard, il y aura forcément une difficulté. Mais à court terme, ça écarte le résultat de dimanche soir prochain qui soit dramatique. Et d'ailleurs, ça se voit même dans la volatilité. Si vous regardez la volatilité qu'on avait avant le premier tour, elle était assez bien pricée, puisque sur le CAC, on était autour de 25-30 de volatilité sur le week-end, ce qui veut dire qu'on s'attendait à une variation à la hausse ou à la baisse autour de 2-2,5%. C'est exactement ce qu'on a eu lundi, à l'ouverture. Là, si vous regardez ce qu'on a comme volatilité sur le résultat de dimanche, on est entre une variation du marché entre 1 et 1,5. D'accord. Donc ça veut dire que je ne vais pas dire que la poussière retombe, mais en tout cas, l'anxiété est moins paroxysmique qu'elle ne pouvait être il y a 10 jours. À quelle vitesse est-ce que le marché obligataire va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire se focaliser sur la question de la croissance, sur la question de la trajectoire des finances publiques françaises, qui était déjà un gros morceau en tant que tel depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois? De toute façon, on est en procédure d'avertissement, je dirais comme d'habitude, ou comme souvent en tout cas. Donc ça, c'était déjà le cas avant. Et puis, ce sera un petit peu qui sera le Premier ministre, comment il s'organisera, avec quelle majorité. Et là, je reviens sur les 60 candidats ciotistes au deuxième tour. Eux, ils ne sont pas pour la retraite à 60 ans. Ils ne sont pas non plus pour la retraite à 62 ans. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas voté la réforme Macron parce qu'ils la trouvaient trop light, pas assez dure. Ils ne sont pas pour l'augmentation du SMIC. Ils ne sont pas pour tous ces genres de mesures qui sont pourtant dans le programme commun, si je puis dire, RN-LR ciotiste. Donc là, c'est comment le gouvernement éventuellement s'organisera qui donnera le ton. Mais je dirais qu'on a on a acheté un petit peu de temps au moins jusqu'à la loi de finances de septembre, si jamais il y a un gouvernement qui se forme et qu'on est capable de former une loi de finances. Bon, vos commentaires, vos réactions sur cette dimension politique, alors là spécifiquement française aujourd'hui, et la manière dont les marchés y réagissent aujourd'hui, David? Ce qui est sûr en tous les cas, c'est qu'on ne reviendra pas de sitôt au spread qu'on avait avant. Voilà, il faut garder en tête la séquence. Historiquement, on était plutôt à 20 points de base de spread OAT Bund. Ça, c'était quand tout allait bien. On est passé de 20 à 40 sur la prise en compte de la dégradation des comptes publics. On a fait la séquence 40-80, etc. Il est tout à fait probable que, quelle que soit l'issue de ces élections, on rentre dans un régime qui nous maintienne autour de 60 points de base si tout va bien. Voilà, avec possibilité d'exagération. Quelque chose structurellement qui a changé dans le statut de l'OAT par rapport aux autres dans le marché obligataire. On est passé, c'était un pays qui était considéré comme stable, avec un gouvernement qui avait ses travers, etc. Mais globalement, pour l'économie, en tous les cas, considéré comme pro-business, avec une fiscalité qui était... Il y avait un semblant de stabilité et d'engagement là-dessus. Tout cela a volé en éclats. Puisque, de toutes les manières, quel que soit... bien entendu... Et ça compensait d'ailleurs la faiblesse qu'on pouvait avoir sur l'aspect finances publiques stricto sensu. Tout à fait. Et on voyait bien d'ailleurs récemment dans le phénomène Choose France, qui était, où on avait Jamie Dimon, président... Patron de JP Morgan, qui avait quand même fait un éloge incroyable du président de la République en disant « c'est merveilleux tout ce que vous avez fait, on est là, on soutient, on investit, etc. » Je ne suis pas sûr qu'on refasse l'exercice dans 2 semaines. Je ne suis pas sûr qu'il y ait le même enthousiasme. Voilà. Et donc, il va y avoir un temps d'arrêt, ne serait-ce que pour voir comment on se sort de cette situation-là. On ne dit pas que ça va être catastrophique, mais on dit juste il faut qu'on y voit plus clair. Et il y a donc une prime de risque, une prime d'incertitude, de manque de visibilité. Encore une fois, sur les marchés, ce qu'on aime, c'est la visibilité. Et là, très clairement, il n'y en a plus. Donc c'est vraiment ça le sujet. Le marché aime bien se rassurer avec des parallèles historiques. C'est vrai que dans l'histoire européenne, des situations politiques compliquées, il y en a eu plusieurs. On parle de Meloni en Italie, Orban en Hongrie. On voit d'ailleurs que peut-être au Parlement européen, Marine Le Pen est en train de basculer d'un groupe à l'autre pour rejoindre la nouvelle alliance menée par Viktor Orban des ultra-conservateurs, si je puis dire. Il y a eu l'épisode Truss, évidemment, au Royaume-Uni, donc c'est 44 jours et une crise de marché quand même assez sévère. Mélanie, je disais, ça s'est plutôt fait en douceur, d'une certaine manière, comparé à ce que l'Italie a pu connaître pendant la crise souveraine. Enfin, il y a un parallèle qui convient à la France,
où tout est spécifique, tout est sur mesure, entre guillemets, pour chaque pays? Je pense que... Alors, il y a eu la Grèce aussi, bien sûr. Je remonte à la Grèce de Tsipras, et des portes qui claquent, et des référendums, etc. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un parallèle très clair à faire. En revanche, il y a un point commun dans tout ça. C'est que à la fin, il y a eu un rappel à l'ordre. Donc, en Grèce, à la fin, ça se termine avec le FMI. L'Istrus, c'est une augmentation, là on ne parle pas de 40, 60, 80 points, c'était 250 points de base de hausse, et les fonds de pension qui appellent en disant nous, ça saute. C'est fini, on saute. Donc il y a toujours un rappel à l'ordre des marchés qui peut servir de toutes les manières de garde-fou. Et Mélanie, il n'y a pas eu tout ça. Pourquoi ? Parce qu'elle a totalement dilué son programme économique, et elle a tout de suite évalué. Je pense que c'est la responsabilité du pouvoir. Voilà, quand on prend les clés et qu'on commence à regarder un petit peu ce qu'il y a sous le capot, etc., on se dit, bon, ok, je vais changer mon discours. Et elle a eu un discours beaucoup plus pro-européen que ce qu'elle avait pu avoir par le passé. Et c'est ça qui l'a sauvé. Ouais. Mais je pense qu'elle n'aurait pas eu avec la tête... 200 milliards de fonds Next Gen EU qui sont attribués à l'Italie et qui sont quand même une manne européenne suffisamment intéressante pour ne pas se couper totalement de Bruxelles et de la Commission. Non, mais ça joue beaucoup. Ça, c'est un levier, par exemple, que l'Europe n'a pas tellement sur la France. C'est vrai. Mais encore une fois, je pense qu'une situation où, à la prochaine émission d'OAT, il n'y a plus personne qui se présente, et puis on se retrouve à devoir payer 100 points de base de plus, je suis sûr que, quel que soit le gouvernement en place, il y a quelqu'un qui va faire l'addition et qui va vite aller expliquer que c'est pas le bon chemin. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, alors je ne dis pas que c'est rassurant, mais en tous les cas, je pense que de toutes les manières, quels que soient les écarts qui sont faits, à un moment donné, il y a un rappel à l'ordre parce qu'il y a une réalité économique. Et cette réalité économique, c'est que, quelque part, il faut faire tourner le pays, il faut payer les fonctionnaires, il faut payer un certain nombre de choses, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Le marché se rassure avec des garde-fous disciplinaires qui semblent suffisamment solides pour encadrer, j'allais dire, la France dans sa nouvelle gouvernance politique, Eric? Je pense que les garde-fous sont là. Après, les 70 points de... Je suis sûr que c'est pas... Je pense que c'est pas très cher payé, en fait, les points de spread. En fait. Le marché va aller plus loin parce que ce qu'on n'a pas bien vu, c'est que pour moi, le problème n'est pas institutionnel, il est que dans la trajectoire de croissance, ça change tout. Quoi. Parce qu'effectivement, comme vous disiez, on était dans une business friendly, enfin, il y avait quelque chose. Effectivement, on attirait les capitaux. Là, on va être... à l'arrêt pendant un petit moment quand même, mais y compris la consommation, parce que je pense que... Y compris dans le cadre d'une majorité relative qui verrait pas forcément Jordan Bardella arriver à Matignon et qui donnerait l'idée d'une France ingouvernable. De toute façon, il faudra du temps pour voir que ça marche. C'est le bon scénario, c'est le meilleur des scénarios, mais il faudra au moins 3 mois pour attendre que d'un côté M. Mélenchon râle un peu, que ça fasse pas tanguer, de l'autre côté, enfin ainsi de suite. Donc pour que ça soit à peu près solide, il faudra un certain temps. Donc la dynamique de croissance que l'on avait depuis 3 mois, notamment en France, elle s'arrête. Et du coup, se pose un problème de déficit, en fait. Voilà. Et donc... Et de recettes fiscales. Et de recettes fiscales. Et donc, ça peut arriver un peu plus vite, le dire, bon, maintenant, il faudrait peut-être... donc, le premier garde-fou, oui, ça va être le spread, ça va être le marché, effectivement. Mais pour moi, d'abord, c'est le minimum maintenant, on descendra plus en dessous. À moins qu'on trouve la recette miracle effectivement d'un accord à l'Assemblée, ce qu'on n'a jamais su faire, mais pourquoi pas, ou que l'Allemagne se mette à émettre massivement de la dette, je ne sais pas, pour financer de quelconque projet, j'en sais rien. Pardon. Non. Vas-y, finis, Eric. Non, oui, on ne reviendra pas, en dessous. D'accord. Mais 70, c'est pas... Le risque, c'est plus... D'accord. C'est clair. D'accord. C'est très asymétrique pour vous, de ce point de vue-là. Et d'autant plus que, pardon, je vais intervenir, mais ce qui m'a frappé avec les Allemands, c'est que tout de suite, ils sont déjà montés au créneau en disant que la BCE n'avait pas intérêt à acheter des OAT pour essayer de calmer le jeu tout de suite, qu'on n'était pas du tout... qu'ils étaient déjà très vigilants sur le côté... Oui. Après, c'est une sortie qui a fait réagir, d'ailleurs, parce que l'indépendance, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que, c'est pas non plus aux Allemands de dire à la BCE ce qu'elle a à faire de ce point de vue-là.
D'ailleurs, quel serait le rôle de la BCE, enfin quel peut être le rôle de la BCE dans cette affaire Sûrement pas. Est-ce qu'il y a un rôle pour la BCE aujourd'hui vis-à-vis de la France ? Alors, je ne pense pas qu'elle utilise les outils de anti-fragmentation si on fait n'importe quoi sur le budget français. Là, je pense que ce ne sera pas le cas. Mais je crois quand même que ça renforce le scénario de baisse des taux courts plus rapide que prévu. Pour deux raisons. La première raison que vient d'évoquer Eric, c'est que la deuxième économie de la zone euro, d'une manière ou d'une autre, ça va freiner. Plus fort que ce à quoi on s'attendait. Ça va ralentir plus fort que ce à quoi on s'attendait. Le président de la Fédération des PME ce matin disait qu'on avait perdu un trimestre de croissance. Alors, il exagère sûrement, on n'a pas perdu un trimestre en 15 jours, mais quand même. De manière anecdotique, si vous regardez tous les chiffres de démarrage des soldes, c'est catastrophique. Catastrophique, alors qu'on a un taux d'épargne en France et en zone euro qui est largement supérieur aux moyennes historiques. On regarde souvent le taux d'épargne en fonction des revenus, mais c'est plus intéressant de le regarder en stock en fonction du PIB. Et en Europe, on a 8% du PIB d'épargne. Aux États-Unis, c'est à peine 2%. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, si les gens ont confiance, on peut injecter beaucoup de croissance. Donc là, ça va s'arrêter. Donc, ça renforce le scénario de baisse des taux de la BCE. Et en plus, c'est plus habile, pour revenir à ce que disait David, c'est plus habile d'aider un gouvernement français qui est un peu dans la panade en baissant les taux courts, plutôt que d'utiliser des outils anti-fragmentation pour lesquels la Bundesbank va vous dire tout de suite... Non, oui, ça se retrouve à Karlsruhe demain, ça, oui, évidemment. Oui. C'est clair. Oui. Donc pour moi, ça renforce le scénario de baisse des taux en zone euro. Donc, l'inflation le permettrait. Enfin, je sais pas. Le dernier chiffre, 2,5, ça va, quoi. D'accord. Donc c'est raisonnable. Donc, et c'est toujours pareil, on est à 4,25. Donc on a de la poudre pour baisser les taux. Il ne s'agit pas de les remettre à 0 ou 2% comme avant, mais on peut sûrement faire 100 BP de baisse des taux dans les 6 mois qui viennent sans que ça remette en cause la stabilité monétaire de la zone, et ça aidera notamment la France. Ouais. Au passage, là, je sais pas, sur le Royaume-Uni, vous avez suivi un peu, ça vous intéresse, 8 ans après le Brexit, de voir le Labour. Alors, c'est plus le Labour de Corbyn, c'est pas non plus le New Labour de Tony Blair, c'est le Labour de Keir Starmer. Voilà, c'est ça, c'est le Labour 2024. En tous les cas, c'est plus modéré. Ah oui, c'est un pas je trouve que... Alors, ça a pris 8 ans, hein. Oui. On est passé par Boris Johnson, Truss, etc. Enfin, il y a eu un pic populiste au Royaume-Uni, mais qui semble se détendre un peu aujourd'hui. D'accord avec ça, David, ouais. Tout à fait. Et c'est intéressant parce que j'ai reçu ce matin, ça m'a fait sourire, j'ai reçu ce matin de la part d'un intermédiaire de marché tout un papier en expliquant que ça y est, le marché UK, c'était quoi, le marché britannique. C'est reparti. C'était la nouvelle Suisse, quoi. C'était le nouvel endroit où on pouvait finalement investir en étant tranquille. Voilà, c'était l'endroit où on était serein et où il n'y avait plus de problèmes. En plus, le marché avait sous-performé depuis des années, donc c'est pas cher. Voilà. Donc, et il y en avait 2 pages. Sur le côté, ça y est, maintenant, vous pouvez revenir sur le marché anglais. Mais c'est... Voilà. C'est pas totalement... Et on lit ça, oui, on lit ça, ça veut dire, ça ring a bell, justement, ça interpelle en se disant, tiens, il y a peut-être une prime qui va là aussi disparaître. Ça interroge, encore une fois, un pays où on sent que c'est à peu près calme et on va pas avoir tout d'un coup, on va pas se réveiller le lendemain avec une surprise qui vient de nulle part, avec encore une fois, c'est la prime à... il y a toujours une prime à la visibilité et à la clarté des choses. Enfin, c'est la visibilité dans le pas grand-chose. Ça leur a coûté quand même 170 milliards, leur Brexit. Donc, Ah oui, non. Ah oui, la chute. non, mais... On est bien d'accord. C'est 8 ans, effectivement. Non, mais bien sûr. La thèse qu'on soit à un point bas est quand même crédible au Royaume-Uni. Les valos, quand même, étaient très décotés. Les flux internationaux se sont détournés depuis le Brexit du marché anglais. Donc, c'est vrai que je pense que vu d'un fonds de pension californien, vendre de la France pour acheter du UK, ça paraît pas complètement idiot. Dans le concours de beauté des marchés, effectivement, l'Europe est un peu, la France est un peu moins en beauté, mais d'autres pays sont en train peut-être de retrouver un peu plus d'intérêt. Ça nous amène à dire aussi un mot de la politique américaine, et de ses conséquences sur le plan de l'investissement, sur le plan des marchés. Il semble quand même que là, le scénario Trump
ait pris au moins un avantage important, voire peut-être décisif pour le 5 novembre, Eric. Oui, ça a l'air, comme dirait l'autre, ça a l'air. Donc c'est bien sur la base de cette idée-là qu'il faut réfléchir aujourd'hui en tant qu'investisseur. C'est marrant, hein, c'est rassurant, c'est tout de suite on s'est dit, bon, bah alors en fait, donc c'est bon parce que Trump va lâcher les chevaux, va injecter, donc les taux. C'est bon pour le business, les taux longs on vont remonter, puisque de toute façon, et puis la Fed est là si jamais ça part un peu en vrille, donc c'est le meilleur des scénarios. Ouais. Enfin... oui. Oui, donc on voit un peu plus clair qu'il y a 15 jours. C'est-à-dire que globalement, il a l'air de... La grande différence avec 2016, c'est quand même que là, tout le monde regarde un peu plus le niveau d'endettement des États-Unis. Chaque émission de treasuries est quand même scrutée d'un peu plus près, etc. C'était moins le cas en 2016. Oui, alors oui, on est rassuré parce qu'on a déjà eu Trump 1, donc on voit à peu près ce que sera Trump 2. Mais de côté, il revient et la carte blanche pour tout faire. Hein. Y compris tout ce qu'il veut, puisqu'il est immunisé. Hein, donc, il a l'immunité. Donc, oui. La question, je suis pas sûr que... Oui, le Congrès, visiblement, là, il y a quand même un momentum, y compris pour le renouvellement de la Chambre et d'un tiers du Sénat qui vont plutôt en faveur des Républicains. Ça peut s'annoncer comme une vague rouge totale de la présidence à l'ensemble du Congrès. Oui, non, mais ça, mais... Ça me donne quoi par rapport au marché financier c'est ma question. Voilà. C'est ma question. Oui, je sais pas. On a la visibilité. Bon, plus d'inflation. Les taux longs, sont pas prêts de redescendre. Ouais. Et les baisses de taux pour 2025, on peut les attendre. Ouais. Oui, ça obère le calendrier 2025 pour la Réserve fédérale américaine. Olivier, oui, d'accord avec ça. Je sais pas, Trump... Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour l'anecdote, juste avant de venir, je consultais mon site de paris favori sur les élections, qui s'appelle Election Betting Odds. Ah, très bien. Et Kamala Harris vient de passer devant Joe Biden en probabilité d'être la prochaine présidente des États-Unis. Donc, on sait que, je me rappelle plus exactement la date, mais c'est dans la deuxième quinzaine d'août que le Parti démocrate doit 15-19, je crois, finir de donner l'investiture définitive à son candidat. Je pense que jusque-là, ça va être secoué. Après, pour les marchés, je suis assez d'accord avec Eric, il n'y a pas grande conclusion à en tirer, à part les marchés de taux et la remise en cause des baisses de la Fed en 2025. Et qu'est-ce que ça va faire de la concentration ? C'est quand même ça plutôt, pour moi, le vrai sujet. On le sait tous, on a les 10 premières valeurs du S&P 500 qui font 35% de l'indice, mais qui ne font que 23% des résultats. C'est quand même un écart qui commence à être un peu tendu. Donc, quels vont être les actes de l'administration Trump, s'il y a une administration Trump, contre ces 10 grosses valeurs qui trustent pas mal de segments de la technologie, c'est difficile à dire. Je vous rappelle que quand il y a eu l'élection de Biden, on s'était dit il va peut-être s'attaquer au monopole, il va peut-être être un peu plus dur. Il ne s'est rien passé. Je pense que Trump est tellement imprévisible que pourquoi pas quelque chose qui vienne fissurer cette dominance des 10 plus grosses valeurs américaines. Le contre-argument étant toujours de dire que si l'objectif prioritaire des États-Unis est d'empêcher la Chine d'être la première économie mondiale, il y a aucune justification à affaiblir trop ces géants technologiques. Tout à fait, sauf que l'écart quand même entre maintenant la Chine et les États-Unis, notamment à cause de la baisse de la devise chinoise et du maintien d'un dollar plutôt fort, fait que en quelques années, alors qu'ils étaient sur le point de se rejoindre, je comprends. Le spread, puisqu'on parle de spread aujourd'hui, il commence à être bien plus large qu'avant. Donc avec cette longueur d'avance, les États-Unis ont un peu de marge de manœuvre, vous dites, pourquoi pas en tout cas. Pour régler la situation et l'environnement des grands groupes américains. Eric ? Ce qui est certain, c'est qu'on aura un peu plus de complications dans la géopolitique, parce que ça sera encore un peu plus contre la Chine, et donc relocalisation par grands groupes, grande masse, États-Unis, Europe, et puis Chine, et puis voilà. Donc du côté du commerce extérieur, il n'y a pas grand-chose à attendre sur le multiplicateur extérieur. Donc un peu moins de croissance, un peu plus de recentrage sur la consommation intérieure. Donc de toute façon, c'est inflationniste. Oui. Moins de globalisation. Moins de globalisation. Et la Chine restera ininvestissable pour les investisseurs américains. Ce qui est quand même... Oui.
Oui. Ce qui n'était pas forcément le scénario central si Biden était réélu. Enfin, est réélu. Bon, la Fed va pouvoir baisser ses taux dès le mois de septembre en attendant de savoir ce qui se passera le 5 ans. Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont une fenêtre de tir qui va le permettre à la lecture, en tout cas, des dernières données qu'on a pu avoir Oui, je pense que là, et les chiffres d'inflation et les chiffres d'emploi, alors il faudrait un dernier... Si on peut avoir un mauvais non-farm payroll vendredi et des early earnings qui sont dans ce à quoi s'attend la Fed, oui, je pense que septembre, c'est tout à fait possible. Et puis une deuxième en décembre, c'est le scénario central. C'est plus, comme on disait tout à l'heure, le chemin 2025 qui, selon les résultats de l'élection et les majorités ou non au Congrès et au Sénat, pourrait remettre en cause ces cas de baisse. Mais là, franchement, oui, on voit que le secteur des services, qui était un secteur qui maintenait notamment dans les prix et dans les salaires des augmentations au-dessus de ce à quoi veut la Fed, c'est en train de se calmer. On a des ISM quand même qui sont moins fringants qu'avant. On voit que dans les enquêtes d'emploi, dans les services, sur les intentions d'embauche, c'est quand même en train de ralentir. C'est pas l'effondrement, mais c'est en train de ralentir. Et c'est ça quand même, c'est la même chose en zone euro. D'ailleurs, c'est les services qui posent problème. Les produits manufacturiers, tout ça est revenu dans c'est en déflation depuis longtemps. Oui, bien sûr. Donc, oui, il y a un chemin pour baisser les taux en septembre et en décembre. Et ce qui empêcherait la Fed de baisser peut-être autant qu'elle le souhaite ou qu'elle le projette aujourd'hui, ces taux en 2025, c'est parce que une administration Trump remettrait de la croissance et de l'inflation, ou est-ce que ce serait avant tout de l'inflation avec un régime de croissance peut-être un peu plus médiocre. Enfin, l'idée d'une stagflation qui serait peut-être bloquant pour la Réserve fédérale américaine. Peut-être un petit peu des deux, notamment si les prix de l'énergie... Là, les prix de l'énergie ont rebondi quand même depuis quelques semaines. Donc, c'est ça qui ferait que la Fed serait empêchée de baisser ses taux. Et n'oublions pas la géopolitique. C'est-à-dire que si c'est Trump qui prend les rênes de la Maison-Blanche, qu'est-ce qui va se passer en Ukraine, qu'est-ce qui va se passer avec les Russes, donc qu'est-ce qui va se passer pour le marché de l'énergie et du gaz, qui est quand même assez lié à tout ça pour nous, Européens. Il y a quand même des questions qui sont posées pour le moment et dont on n'a vraiment pas le début d'une moindre réponse. Que vont nous dire les entreprises, là, dans une dizaine de jours, avec les publications qui arrivent Eric, bien sûr, et puis... Je pense qu'elle va baisser ses taux comme la BCE. C'est-à-dire que pour acter la désinflation... Oui, accompagner la désinflation. Voilà, d'accord. Et après... mais on n'en fera pas plus. Elle ne peut pas en faire plus, parce que Trump ne peut pas savoir, vraiment, du coup. Donc, elle va le faire, et puis elle verra... ou soit elle peut plus remonter parce qu'effectivement on part un peu en... Un peu plus baissé. Un peu plus baissé, pardon. Oui. Mais elle va le faire quand même. Parce que si elle le fait pas, alors là pour le coup... Oui, puis c'est une petite assurance quand même aussi pour la suite, j'imagine. Donc là, après, c'était... Les entreprises, je sais pas, on va avoir les publications qui vont revenir, donc ça m'intéresse. Alors c'est vrai que le deuxième trimestre, la fin du deuxième trimestre est marquée par le choc d'incertitude autour de la France et peut-être un peu plus largement en Europe, mais au-delà de ça, le business a pu quand même se dérouler normalement. Oui, sauf qu'on s'aperçoit que la croissance, le chiffre de croissance aux États-Unis du premier trimestre de la consommation, c'était 2. Plus 1,5 et maintenant 1. Donc on risque d'être surpris par effectivement l'atonie de la consommation en général. Quand vous voyez Nike moins 20, ça fait mal. Gros warning. L'Oréal, ainsi de suite. Donc je pense qu'on va être un peu étonné du chiffre d'affaires, en fait. Et auquel cas, ça risque de faire un peu mal. Donc il faudra avoir du cash pour le ramasser, parce qu'on sera étonné. Donc comme on sera tellement étonné que... Les réactions peuvent être violentes. On a déjà vu, vous avez cité Nike, avec L'Oréal sur des propos du boss. Tout de suite, ça a perdu 5-6% facile. Donc je pense qu'on va avoir ça. C'est-à-dire que pendant une quinzaine de jours, 3 semaines, on va avoir effectivement, si vous communiquez bien, c'est juste normal. Par contre, on va avoir un paquet de trucs à moins 10, moins 15. Et pour vous, dans l'idée toujours un peu contrariante que vous aimez défendre, ça va être des... J'achète. Ouais, ce sera des points Oui, parce que je pense que... Vous arrivez à vous projeter au-delà de l'élection française, au-delà du 5 novembre parce que les taux rebaisseront de toute façon. Alors j'achète pas forcément le marché français, parce que c'est un peu plus compliqué, mais si on prend les grandes entreprises, L'Oréal, le marché français, on s'en fout, globalement. Oui.
ça joue pas beaucoup, ça joue à la marge. Par contre, l'effet je pense qu'on n'a pas intégré vraiment le ralentissement plus fort que prévu, je pense. Ouais. Donc, d'où un excès, d'où profiter de l'excès, pour moi. Ouais. C'est la seule chose qu'on peut faire qui me paraît pas trop bête. Qu'est-ce que vous attendez des résultats d'entreprise, des discours qui vont aller avec, David? Jusqu'à présent, chaque trimestre, ça a été quand même plutôt un facteur de soutien pour les marchés actions depuis quelques temps maintenant. Est-ce que là, on attend encore ce genre de soutien dans le contexte qu'on a pu décrire, macro et politique? Ce qui va véritablement être à surveiller, effectivement, c'est au niveau des marges. C'est parce qu'il y a effectivement les entreprises, mine de rien, on parle, si la Fed n'a pas baissé ses taux tout de suite, c'est parce que le marché de l'emploi, il est encore solide, c'est parce que les salaires continuent d'augmenter, et donc on arrive à un moment où, normalement, au niveau des marges, ça pince un peu. Ouais. On a arrêté d'augmenter les prix tels qu'on le faisait il y a encore un an ou deux. Là maintenant, ça y est, les consommateurs ne peuvent plus suivre au niveau des hausses de prix. Donc l'entreprise sait que si on augmente le prix de vente, on perd du client, on perd du chiffre d'affaires. Donc ça, de ce côté-là, ils sont coincés. Et de l'autre côté, il y a l'inertie des salaires qui continuent de monter. Voilà. Donc j'ai envie de dire que c'est le trimestre qui est un petit peu à risque. D'accord. Là, le marché anticipé, ça, pas du tout. Vigilant. Quand on regarde les valos, c'est... non, pour le moment, j'ai l'impression que c'est plutôt un environnement. Ce qui est pricé est plutôt assez. On a pricé un scénario qui est plutôt rose. D'accord. Donc de ce côté-là, voilà, il faut juste être vigilant là-dessus. Encore une fois, on risque d'avoir un trimestre avec des dispersions assez fortes, avec justement un écart assez significatif entre les bonnes annonces et les mauvaises annonces. Donc ça risque d'être un parcours un peu miné où du jour au lendemain, voilà, de temps en temps, on se réveille. Oui, avec un moins 20. Bien sûr. Voilà, et puis, des choses qui vont être assez difficiles à prévoir. Mais globalement, au niveau des indices, c'est pas forcément catastrophique. C'est ce qu'on voit, c'est du titre par titre. Exactement, du titre par titre, du conjoncturel, une mauvaise annonce et des sanctions. Effectivement, quand sanctions il y aura, des sanctions violentes. Bon. Vos anticipations sur cette période de publication de résultats, et puis je regardais encore la volatilité du marché américain, le VIX est à moins de 12. C'est-à-dire qu'on est vraiment en eau, je ne parle pas d'euphorie, mais peut-être début de quelque chose d'un peu complaisant. Si on regarde les estimations de croissance des résultats, aux États-Unis, c'est plus 9 quand même. Sur le trimestre. Deuxième trimestre 2024 comparé à deuxième trimestre 2023. Et en Europe, pour la première fois depuis 5 trimestres, c'est plus 3. C'est positif. Donc on a quand même des anticipations qui ne sont pas faibles. Je vous rappelle que la séquence en Europe, on avait fait 0, moins 10, moins 11, moins 6, moins 3, et là on fait plus 3. Donc c'est-à-dire que le marché s'attend à des résultats plutôt corrects. Donc il va avoir, à mon avis, exactement ce que disaient David et Eric à l'instant, c'est que le price action des titres qui déçoivent, ça va être violent. Et d'ailleurs, on l'avait vu au Q1, c'était pareil. Au premier trimestre 2024, toutes les boîtes qui ont déçu, les Philips, les Stellantis, c'est du moins 15, moins 20, moins 10 sur les publications. Donc, on va regarder ça, mais c'est vrai que si on regarde dans le rétroviseur jusqu'à la fin du deuxième trimestre, tout allait bien. C'est-à-dire que le macro c'est ça. En zone euro, en relatif. On parlait d'un redécollage de l'Europe. On parlait d'un redécollage de l'Europe. Les flux commençaient à arriver. Il y avait des frémissements sur les small et mid cap. Enfin, il y avait des choses plutôt positives. Le tout dans un environnement où la valo en Europe est pas chère. On a 13 fois les résultats attendus. On est plutôt à 22 fois aux États-Unis. Donc, il y avait un cas pour l'Europe de valo relative qui était intéressante. C'est sûr que si la politique française vient un peu mettre le bazar dans tout ça, c'est pas agréable. Mais cela dit, et on en parlait ce matin en réunion de gestion, faut pas oublier que la France, c'est moins de 3% du MSCI World. Donc on parle d'épiphénomènes. Microsoft, Apple, Nvidia, c'est 4,5. On se regarde mais après, pour un investisseur internationalisé, c'est la France, mais ni plus ni moins que la France. Mais on a quand même, pour la première fois depuis 5 trimestres, des attentes de résultats en hausse en Europe.
raisonnables, plus 3, mais quand même, il va falloir les faire. Et puis, il y a un côté rétroviseur sur ça allait mieux au deuxième trimestre, on commençait à anticiper des baisses des taux, la BCE avait délivré en juin, enfin, on avait une séquence qui était un petit peu plus positive et qui est quand même un peu en train de s'assombrir. Et donc, vous citiez à l'instant le VIX qui est à 12. En Europe, le VSTOXX est autour de 16. Moi, je reste plutôt optimiste sur les marchés jusqu'à la fin de l'année, mais acheter des couvertures un peu en dehors quand c'est vraiment pas cher, acheter des assurances quand c'est vraiment pas cher comme aujourd'hui, là, franchement, il n'y a pas de raison de s'en priver. Ouais. Et dans les marchés, qu'est-ce qui rend confortable ? Enfin, quel type de secteur, de segment, de thématique ? Je ne sais pas, est-ce qu'on est à l'aise avec les thématiques ? On parlera des matières premières, mais si Trump revient, est-ce qu'il faut être plus fossile que green ? Est-ce que la tech est évidemment toujours valable ? Mais est-ce que tactiquement, on a envie d'être un peu plus prudent ? On a un peu envie d'être un peu plus Puis les banques aussi, je veux bien qu'on parle des banques toujours. Et même si, effectivement, la thèse du broadening, de l'élargissement aux autres secteurs n'a pas très bien marché depuis un mois, puisqu'on a revu rebondir la tech, rebaisser les banques et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut continuer à la jouer. Nvidia, on a commencé l'année à 25 fois les résultats, là on a 40 fois les résultats quand même. Donc, d'accord. Quand même, il y a eu du chemin de parcouru. On citait tout à l'heure Tesla qui a rebondi de 40%, par rapport à un creux de moins 40 en year-to-date. C'est quand même des performances qui interrogent. Et surtout, moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est l'écart entre le poids de ces valeurs et le poids de leurs résultats dans. C'est ce que vous disiez. C'est plus d'un tiers, 33% de poids dans l'indice. Premières valeurs et c'est que 23% des résultats. C'est quand même une petite déconnexion là. Pour vous, c'est une petite déconnexion. Secteur bancaire en Europe. Toujours, moi je suis toujours acheteur des banques. Je pense que même si les taux courts baissent un peu, c'est pas le moteur principal de la profitabilité des banques. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de défaut et pas de crise bancaire. Il y a forcément une augmentation des défauts. Et si on distribue un peu de crédit parce qu'il y a de l'investissement et des projets, c'est bien aussi. C'est bien aussi, c'est bon pour oui, mais est-ce que tout ça, c'est pas remis en cause aujourd'hui, Olivier ? D'un niveau européen, pas encore. D'accord. Peut-être qu'en France, ce sera un peu remis en cause, mais au niveau européen, ça ne l'est pas. Ouais. David, qu'est-ce qui vous intéresse dans les marchés actions, mais la partie, on n'a pas parlé de la partie taux crédit. Là aussi, je ne sais pas, d'ailleurs, est-ce que les émetteurs français ont été un peu plus secoués que d'autres sur le plan du crédit aussi depuis quelques semaines ? J'ai envie de dire un peu, mais pas trop. Il n'y a pas eu de... sur le crédit. En fait, finalement... il y a plus eu des émetteurs qui ont été chahutés sur des nouvelles extrêmement spécifiques qui ont trait à leur entreprise, comme Eurofins, par exemple, sur lequel, là, le crédit a un peu bougé sur la publication du rapport Muddy Waters. Mais globalement, sur les émetteurs français, il y a eu un peu de mouvement, mais rien de catastrophique. Et donc, en fait, nous, là, on trouve dans tout ce magma où on a du mal à y voir très clair, il y a un segment où on se sent extrêmement à l'aise, c'est la partie courte de la courbe allemande. Désolé, on n'est pas très fun, mais bon. Mais le 2 ans allemand, nous, ça nous va très bien comme endroit, et on trouve qu'on est bien rémunéré. Il y a des perspectives de baisse de taux. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Olivier qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que dans tout ça, la BCE a encore plus de marge de manœuvre pour baisser ses taux. Et la manière de le jouer le plus efficacement et de la manière la plus pure, c'est d'être sur la partie courte de la courbe allemande, où là, on sait en tous les cas que le mouvement de baisse des taux ne sera pas pollué par une prime de risque qui vient se rajouter à la dernière minute ou quoi que ce soit. Donc c'est pas très enthousiasmant, mais pour le moment... Mais on capte du rendement, et en plus, il y aura un peu de performance à venir demain sur cette très bonne position d'attente. Sur cette partie de la courbe. Eric, donc... Toujours pas d'obligataire. Ouais, ok. Pas de duration, quoi. Oui, pas de duration. Oui. Pas de duration monétaire. J'ai utilisé un peu de mon cash, là, pour commencer à mettre des épuisettes dans des trucs que je trouvais aberrants. À la fois les mid, je reviens un peu sur des grosses. Parce que c'est intéressant, les mid, alors françaises spécifiquement, ça a été moins 10 quand même là. Ou moins 20. Moins 20, d'accord. Oui, pour certains, j'en sais rien. Non, je dis moins 20 parce que je rachète à moins 20. D'accord, ok. Voilà. Ok. Ça a perdu moins 20, je rachète. Ok. Strigano, enfin. Ouais. Et puis j'attends les résultats effectivement et j'ai du cash pour rejouer les grosses du CAC parce que il n'y a pas de raison dans l'absolu
qu'on baisse de cette façon-là. Donc, c'est cash, action et point. Bon. On voit effectivement, hein, c'est ce que je disais, le marché se stabilise. Il y a eu 2-3 séances de baisse un peu appuyées au lendemain de la dissolution. Et puis ensuite, on a fait un espèce de yo-yo autour des 7005, 7006 pour le CAC 40. Encore ce soir en clôture. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Éric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance, David Calfon, président de Sanso-Yes, et Olivier de Béranger, directeur général de la financière de l'Échiquier. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous permettra de faire le point sur le pétrole, l'or et l'ensemble des matières premières. On en parle avec Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Bon, j'ai toujours le biais de commencer par le pétrole. Ça reste quand même un actif clé, notamment pour les marchés un peu globaux. Pétrole qui a repris $10 en un mois là, sur le mois de juin. Alors il avait perdu 10-15 $ entre avril et fin mai, début juin. Là il reprend $10 en ligne assez droite. Quel est le rationnel de ce mouvement Il y a trois choses principalement. Une première qui est une raison conjoncturelle. Le mois de mars-avril, c'est la période où vous avez des maintenances d'un certain nombre de raffineries. Parce que c'est une période creuse, on sort de l'hiver. Donc les raffineries en profitent pour faire un peu de ménage et un peu de nettoyage. Donc traditionnellement, quand les raffineries tournent moins, elles consomment moins de pétrole. Donc la demande diminue un petit peu. On constitue des stocks. Et forcément, ça met une pression un peu baissière sur le cours du pétrole. La raison de la reprise derrière, c'est que ces raffineries ont rouvert et puis on rentre dans la période estivale. Et la période estivale, c'est une période où, ça peut paraître surprenant, mais où on consomme plus de pétrole. En moyenne, 1 million à 1 500 000 barils de plus de pétrole. Et on attend des chiffres aujourd'hui de la part de l'Agence internationale de l'énergie qui ont dû tomber à l'heure où on se parle. Mais les chiffres de l'API hier, qui est l'American Petroleum Institute, faisaient valoir un très fort recul des stocks aux États-Unis. Ouais. Qui laisse penser effectivement que le marché pourrait être plus tendu. Et on s'attend, du fait de cette période estivale où la consommation est plus forte, à des retraits de stocks au troisième trimestre qui pourraient mettre un peu plus sous pression le marché du pétrole, ce qui explique aussi cette reprise. Et puis, dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on a aussi un contexte international qui est toujours compliqué. Il y a encore eu des bateaux qui ont été attaqués au large du Yémen durant le week-end. Donc, ces problèmes-là reviennent sur le devant de la scène. La situation entre Israël et le Hamas reste très compliquée. Il y a eu des demandes d'évacuation de villes, là, avec potentiellement des nouvelles frappes. Donc, tout ça participe d'un climat un peu anxiogène qu'on avait un peu oublié parce que les problématiques conjoncturelles faisaient qu'il y avait un peu moins de tension sur le marché du pétrole. Et donc, tout ça, c'est un peu détendu. Il y a aussi eu des déclarations de l'OPEP qui a laissé bien sûr. fin à ces réductions de production progressivement. Et donc, tout ça a délivré un bol d'air. Globalement, ce qu'on peut dire sur le marché du pétrole aujourd'hui, c'est qu'on a toujours ce coussin des pays de l'OPEP qui fait que si on peut difficilement s'attendre à une correction forte, en particulier compte tenu de la conjoncture avec l'entrée dans cette période de forte consommation, l'envolée des cours est aussi peu probable, sauf embrasement de la situation au Moyen-Orient. D'ailleurs, on le voit bien, quand on regarde les marchés optionnels, on constate qu'il y a très peu d'intérêt pour les options à $95, à $100 sur le pétrole, ce qui montre bien qu'on attend toujours une stabilisation, on va dire, entre $75 et $85-90. Alors, c'est une fourchette qui est large, mais on est sur un marché qui est assez mouvant. Le problème des matières premières, c'est que ce sont des marchés dont la valeur est établie de façon spot pour un équilibre entre l'offre et la demande à l'instant T. Et donc, ça peut bouger relativement vite. Il y a un dernier point peut-être à souligner qui peut être important. On a depuis quelques jours un ouragan sur l'Atlantique, l'ouragan Beryl. Oui, bien sûr. Qui est un ouragan de catégorie 5, donc un ouragan majeur. Et il faut savoir que c'est la première fois qu'au mois de juin, il s'est formé dans les tout derniers jours du mois de juin, c'est la première fois en 174 ans de data qu'on a un ouragan majeur qui de cette catégorie. D'accord. Au mois de juin. Ça n'est jamais arrivé. Donc on voit bien peut-être les effets du changement climatique qui commencent à s'affirmer parce que la température de la mer est très élevée et donc ça favorise la création de ce type d'événements. Donc on pourrait peut-être avoir une saison des ouragans majeurs. Et ça, c'est important parce que ces ouragans, je vous rappelle, ils traversent l'Atlantique et ils finissent leur parcours quelque part autour du golfe du Mexique. S'ils partent vers le Texas, la Louisiane, d'abord, il y a des plateformes pétrolières qui peuvent se retrouver interrompues pour des longues périodes. C'est arrivé par le passé. Et puis après, ils peuvent finir leur course en Louisiane et au Texas, où il y a une grosse partie de la capacité de raffinage américaine. Et ça peut entraîner des arrêts assez longs
de ses capacités de raffinage et donc tendre le marché des produits raffinés, gasoil et essence en tête. À propos de changement climatique, je voulais avoir votre vision un peu longue, peut-être même d'ailleurs, de la montée des populismes en Europe à l'issue des élections européennes, du choc d'incertitude en France et d'une nouvelle gouvernance politique qui s'annonce, du retour probable de Donald Trump pour un second mandat, encore plus probable visiblement chez les bookmakers après le débat raté de la semaine dernière. On a le sentiment que ça peut être perçu comme étant autant de vent contraire face aux efforts de transition énergétique qui commencent ou qui commençaient à être déployés ces dernières années. Est-ce que vous partagez ce regard et est-ce que c'est des changements ou des déviations politiques qui peuvent avoir un impact sur le thème de la transition et donc sur le sujet des métaux de la transition, Alors, Benjamin? Faut jamais ignorer ce genre de sujet. Néanmoins, j'ai l'audace de croire que ce sont les participants à une économie qui font cette économie. Et aujourd'hui, on l'a bien vu, même en France, des francs opposants à cette transition sur un certain nombre de sujets. On peut parler de Carlos Tavares chez Stellantis, qui était profondément... Il dit ne changez plus les règles. Et il dit maintenant, stop, revenez plus sur la fin du moteur thermique. Je pense qu'il faut ajouter une autre chose, Grégoire. Il y a aujourd'hui un élément incontestable, les études le montrent de plus en plus, c'est que ne rien faire coûtera plus cher que de faire cette transition énergétique. Et donc, quelles que soient les déclarations des politiques, à un moment, les politiques, s'ils ont besoin de se faire réélire, cette question du coût va se poser et ils devront agir de façon pragmatique. Donc, pour moi, on ne reviendra pas en arrière et on a même intérêt à accélérer. Sinon, on va au-devant d'énormes problèmes. On le voit. La météo déplorable qu'on a en France aussi est liée à ces problèmes de changement climatique parce que la température évolue beaucoup plus vite, le réchauffement se passe beaucoup plus vite au pôle qu'à l'équateur. Le différentiel de température change. Ça entraîne des ralentissements dans le jet stream qui fait qu'on a ces mouvements, ces anticyclones ou ces dépressions qui restent bloqués très longtemps, alors que normalement elle s'évacue rapidement. Phénomène de dôme, quoi, c'est voilà, ça. Tout ça participe du fait que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus photo. On peut avoir les déclarations qu'on veut. On doit faire cette transition et il faut bien avoir conscience. Y compris quand on est Donald Trump, Benjamin, parce Donald Trump, en fait, c'est pas vraiment le sujet. Aux États-Unis, la transition, elle bat son plein. Regardez ce qui se passe en Californie. Et le point névralgique de la transition aujourd'hui, si on le regarde, c'est la Chine. Personne ne regarde la Chine. Tout le monde dit qu'elle ne fait rien. La Chine, en 2023, a installé autant de panneaux solaires que le monde entier en 2022. Mais Benjamin, non seulement on le dit, mais vous nous disiez exactement la même chose fin 2022 de ce que la Chine avait installé plus de panneaux solaires que dans l'ensemble du monde l'année précédente. Ça fait plusieurs années que cette la Chine statistique a reste 5 ans valable. d'avance sur son programme de photovoltaïque. Elle est en avance. Elle a décidé d'une politique. Elle a dit qu'elle ne serait pas prête en 2050, mais en 2060. Et aujourd'hui, ils sont dans les clous. Alors c'est vrai qu'ils continuent à installer des centrales à charbon parce qu'il faut gérer le court terme, mais on sait que ces centrales à charbon n'iront pas jusqu'à la fin de leur vie et qu'elles seront remplacées progressivement. Donc pas de souci de ce côté-là. Je pense qu'on parle ici d'épiphénomène et que quand on va commencer à parler d'argent, tout le monde va revenir à la raison, va se rendre compte qu'on a beaucoup plus intérêt à faire cette transition qu'à ne pas la faire. Fort heureusement d'ailleurs. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais dans un discours trumpiste, c'est sûr qu'on peut s'attendre à redonner des permis pour le fossile, etc. Et sans aller jusqu'à tout détricoter de l'IRA, limiter peut-être... On peut faire ça, Grégoire, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un énorme problème de compétitivité industrielle sur toutes ces technologies qui vont s'imposer, quoi qu'on en pense, qu'on parle de la voiture électrique, des panneaux solaires, qu'on parle de l'activité minière, qu'on parle des éoliennes, et les Américains vont devoir à un moment ou à un autre embrayer aussi là-dessus, sinon ils vont se retrouver au banc de toutes ces technologies, ça va leur poser un énorme problème industriel. Je parle, ne serait-ce qu'au niveau véhicule, le marché automobile américain n'est pas suffisant pour les constructeurs automobiles américains. Donc il va falloir pouvoir vendre des voitures ailleurs. Ouais. Voilà. Un mot des précieux. L'or fait plus grand-chose, mais tient bien. L'argent, la prenait 4% aujourd'hui, visiblement. Où est-ce qu'on en est du cas d'investissement des précieux, or et argent notamment, Benjamin? Alors, ces métaux ont corrigé un petit peu, mais vous le disiez, l'or se tient très bien. Donc ça, c'est très intéressant de voir que l'or n'a pas baissé. Donc les gens qui ont acheté de l'or dans la première partie de l'année ne sont pas sortis. C'est intéressant parce que ceux qui ont acheté de l'or dans la première partie de l'année ne sont pas les gens qui achètent de l'or d'habitude. Il n'y a pas eu d'achat d'or en Occident. Non.
C'est pas le Que ce retail soit occidental qui a acheté de l'or. En oui. Europe ou Oui, aux oui, États-Unis, oui. quand on regarde Ah ben, on l'a les tensions bien vu. d'ETF, elles sont en baisse Oui, et elles oui, ne oui, remontent oui, pas. oui. Donc ce sont les Asiatiques qui ont acheté de l'or et ils gardent cet or. Donc l'or n'a pas baissé. Et on rentre dans une période qui va arriver, là, deuxième partie d'année, où on devrait commencer à avoir une détente monétaire. Or, les Occidentaux achètent de l'or quand les taux rebaissent parce que l'or n'a pas de rendement, donc le désavantage diminue et donc ils reviennent sur l'or. Donc on peut espérer un retour des Occidentaux en deuxième partie d'année et donc l'or devrait connaître des nouveaux plus hauts dans la deuxième partie d'année, c'est très probable. Il y a un autre facteur de soutien très important, depuis maintenant plusieurs années, on en a parlé déjà, ce sont les banques centrales. Et les banques centrales, ce qui est très intéressant, c'est que le World Gold Council les interroge tous les ans, c'est un organisme de place, pour connaître leurs sentiments vis-à-vis de l'or. Il y a un sondage qui est fait tous les ans et qui vient d'être publié. 70 banques centrales interrogées à travers le monde, essentiellement dans les pays émergents, et il y en a à peu près une quinzaine, entre 15 et 20 dans les pays développés. Et ils leur posent toujours les mêmes questions. Et à la question « Que comptez-vous faire sur l'or dans les 12 prochains mois ?» cette année, 29% des banques interrogées répondent « On veut augmenter notre allocation à l'or dans les 12 prochains mois ». C'est le plus fort taux de réponse pour l'achat d'or depuis que le sondage existe en 2018. Alors ça ne fait pas un gros recul, mais quand on voit les achats l'année dernière et l'année d'avant, qui sont des achats records depuis 1967, on peut se permettre d'être optimiste sur l'attitude des banques centrales vis-à-vis de l'or. Elles ont un peu ralenti à très court terme, mais le premier trimestre, elles en ont acheté 290 tonnes. C'était le plus gros premier trimestre pour les banques centrales de toute l'histoire depuis que les datas existent. Donc on a vraiment toujours un soutien de ces banques centrales qui est extrêmement important. Et aussi, dans les questions qui sont posées, il y a une question sur que pensez-vous que seront les détentions des banques centrales sur le dollar à horizon 5 ans. Et à cette question, 62% des banques répondent qu'elles pensent qu'elles auront baissé un peu ou beaucoup à horizon 5 ans. La Banque centrale de Chine a vendu un record au premier trimestre d'actifs en dollars, 53 milliards. C'est du jamais vu. Intéressant, vous disiez dans ce sondage, c'est 70 banques centrales, une majorité de banques centrales émergentes qui sont interrogées par le World Gold Council. Et pourquoi le retail occidental n'a pas embrayé sur ce mouvement? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Moi. C'est toujours la même chose. Il y avait mieux à faire. Quand vous êtes aujourd'hui, moi, parce que le niveau d'anxiété de l'opinion publique, quand on regarde les enquêtes, il est là. Des gérants privés qui me disent voilà, si j'achète de l'or, j'ai rien. Aujourd'hui, si j'achète des produits de taux, déjà sans en faire grand-chose, j'ai 4, 4,5%. Donc le différentiel est trop important. Donc même si on peut être intéressé et convaincu par l'or, on y reviendra plus tard, au moment où ce rendement aura un peu baissé et où donc l'argent, entre guillemets, facile disparaîtra. Donc alors, ils reviendront probablement en deuxième partie d'année, quand les banques centrales américaines et européennes auront vraiment embrayé leur baisse de taux. Historiquement, c'est ce qu'on voit en Europe. PIMCO avait fait une étude sur le sujet. Il disait qu'il considérait l'or comme un actif à duration longue de duration 22. Donc, dit autrement, 1% de variation sur les taux, à la baisse ou à la hausse, entraîne 22% de variation sur l'or dans l'autre sens. Si on attend une baisse de 1% des taux réels à horizon 12 à 18 mois, on peut s'interroger à une appréciation de l'or de l'ordre de 20 à 25%. Donc il y a un potentiel toujours important sur ce métal. Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Louvet qui était avec nous, le directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest Asset Management, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.